Merci, bonjour, bonjour à tous. Bon, tout d'abord, merci pour votre participation en nombre. Merci également, j'ai le plaisir de pouvoir animer cette table ronde avec vous sur une thématique qui nous anime. Merci beaucoup. Donc la thématique du jour, on va en discuter ensemble. Peut-être je me permets de faire votre introduction. Donc tout d'abord, Antoine. Antoine enchanté, Antoine, directeur client marketing digital de Cdiscount. Ensuite, Elodie. Elodie, merci également, directrice régie de showroom privé. Et enfin, Cédric. Cédric, directeur des clients internationaux chez Danone. Et donc, on a le plaisir, et j'ai le plaisir de vous avoir aujourd'hui ici pour échanger sur un petit peu ce que l'on voit. Parce que oui, aujourd'hui, on voit très bien que l'horizon du commerce de demain est dessiné et façonné par l'IA. On voit également que aujourd'hui, il y a un consensus entre nous tous, on en parlait tout à l'heure, sur le fait que l'IA, on en parle beaucoup et ça a un impact fort, grandissant sur notre quotidien, que cette technologie est vue comme un moteur de croissance et que globalement, on voit que les premiers cas d'usage sont réels, sont là, qu'on peut aujourd'hui, pour les fournisseurs ou pour les entreprises, générer, façonner, créer du contenu de manière nouvelle et unique et que ça apporte clairement au quotidien une précision et un contenu qui n'était pas réalisable avant. Donc toute cette partie et toute cette technologie nous crée des gains qui, quelque part, selon une étude McKinsey, peut nous générer jusqu'à 2% de marge nette. Donc la question qu'on se posait tout à l'heure, rêve ou réalité, et je pense que l'auditoire est là pour surtout vous écouter. Commençons peut-être par la réalité. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui la réalité? Qu'est-ce que l'IA... Commençons peut-être, Antoine, avec toi sur Cdiscount. Quand on prend ces mots, qu'est-ce que Cdiscount dit? Bonjour à tous. Donc pour nous, l'IA générative, le point de départ sont nos volumes de données. En fait, quand on regarde le marché français en e-commerce, on a sans doute le plus grand, le plus beau terrain de jeu pour déployer de l'IA et de l'IA générative en particulier. Cdiscount, qu'est-ce que c'est? Pour vous donner quelques chiffres, c'est d'abord 80 millions de produits en vente sur notre site grâce à nos 15 000 vendeurs marketplace. Et de l'autre côté, c'est 1 à 2 millions de visiteurs chaque jour sur notre site. Et notre mission, notre défi, c'est d'arriver à organiser la rencontre entre ces clients et ces produits et d'arriver donc à le faire à l'échelle. Et donc, pour opérer cette rencontre, on a déployé depuis longtemps de l'IA sur tout le parcours. On a 50 algorithmes majeurs qui jalonnent l'ensemble du parcours client. Ça commence en dehors du site avec le SEO et ça va jusqu'à l'après-vente, jusqu'à la relation client. Et quand l'IA générative est apparue, ça a été assez naturel pour nous de nous en emparer et de la tester tout de suite, dès l'été 2022, dans notre moteur de recherche. Et depuis, on en a vraiment fait une priorité d'entreprise. C'est un sujet très important pour nous. On a déjà aujourd'hui 15 cas d'usage qui sont déployés en production sur notre site, dont la moitié sont déjà complètement industrialisés. Et comment ça résonne, toute cette trajectoire aux réalités? Comment on avance sur Danone? Parce qu'on peut avoir l'image peut-être on en parlait tout à l'heure, d'une société peut-être plus ancienne, mais pour autant très très active. Merci pour la société ancienne. En effet, vous connaissez tous Danone, nous sommes une industrie. Et évidemment, dans toutes nos transformations, l'innovation technologique et digitale est au cœur de tout ce que l'on fait. Moi, je viens porter un message commercial, client, excellence d'exécution pour Danone. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans cette table ronde, c'était de pouvoir vous montrer qu'est-ce qu'on mettait en action et quel était le point de départ qu'on avait pour utiliser l'IA générative. Donc nous, tous nos projets d'innovation sont basés sur des programmes de transformation. Donc on prend un programme de transformation, là en l'occurrence l'excellence d'exécution des forces de vente. On regarde quel est le cas d'usage qu'on veut mettre en place, par exemple. Donc, des forces de vente en France, c'est plus de 400 personnes. Sur l'Europe, vous dépassez les 5000 personnes. Comment on fabrique et on crée de la valeur autour de l'efficacité? On utilise dans ces programmes de transformation
l'IA, qu'elle soit prescriptive par exemple pour optimiser les tournées, pour utiliser la data comme un outil qui va accélérer la facilité de saisie en magasin, jusqu'à l'intégration de l'IA générative dans nos projets. Aujourd'hui, on est en train de développer un programme alors avec notre partenaire Salesforce qui va nous permettre demain de travailler en préparation générative des objectifs de visite. Donc on va identifier un set d'objectifs qui va être automatiquement généré et qui permettra à un commercial, quand il arrivera au point de vente, d'avoir des objectifs qui seront automatiquement générés et sur lesquels il aura à réadapter sa préparation de visite pour être efficace au point de vente. Et on pense que la technologie, elle va nous aider à avoir un rendement supérieur pour mieux toucher notre shopper et notre client. Dernier exemple, on voudrait avancer sur tout ce qui est technologie chatbot qu'on pourrait avoir, qui permettrait notamment de donner une interaction facile pour nos managers avec leurs équipes et répondre à un premier niveau de questions que pourraient avoir les équipes quasiment en instantané. Voilà pour te dire à peu près le point de départ qu'on a sur nos industries et comment, en termes d'excellence d'exécution, on intègre cette technologie dans notre quotidien. Merci, parce que la question qu'on se pose souvent sous-jacente à toute cette réalité, c'est d'un point de vue organisationnel ou culturel, comment on avance sur ces chantiers ou sur ces projets d'innovation, parce que c'est toujours structurant. Et donc peut-être également vous entendre sur cette réalité-là, parce que c'est bien beau de vouloir y aller, mais encore faut-il savoir comment on y va. Donc peut-être, Élodie, quand on parle de cette culture du changement, comment toi tu l'abordes au quotidien? Ouais, juste pour revenir sur la question d'avant et compléter ce que disait Antoine, nous on a des sujets qui sont quand même assez similaires à Cdiscount en tant que retailer, pure player, avec une masse de data assez importante. Et nous, un des prismes, en tout cas de départ de l'IA, c'était l'optimisation du parcours client. Donc ça a été hyper important pour nous que le client reste au centre et de penser comment, grâce à l'IA, aujourd'hui on est capable d'optimiser le parcours client. Juste pour compléter la question de tout à l'heure. Et évidemment, alors nous, côté régie SRP Média, donc on est la régie du groupe Showroom, on est, on va dire, un peu moins au premier plan de l'IA générative. Il n'empêche que côté exécutif pour le groupe, forcément, on va avoir des prismes qui sont importants puisque l'IA va à la fois s'intégrer dans des structures plutôt tech, BI, data, et à la fois dans ce qu'on appelle chez nous la production des ventes. Donc en fonction de ces thématiques, l'IA est vraiment très différente. Et du coup, nous, notre job côté manager, ça va être d'accompagner la stratégie de transformation de l'entreprise et d'utiliser cette optimisation de la performance et de travailler sur de la gestion de carrière et des nouveaux métiers de demain. Donc c'est aujourd'hui les sujets qui sont chers, on va dire, à Showroom Privé, pardon. Et je pense que dans aujourd'hui tous les stacks, en tout cas là où l'IA s'intègre, c'est notre priorité. Et justement, tu parlais de Cdiscount, peut-être que comment vous organisez ça? Parce qu'on comprend souvent que c'est très lié au métier. Ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est que cette IA, elle est multisecteur, multimétier, et qu'en fonction du métier ou du secteur, la maturité peut être différente. Pour toi, comment ça résonne? Alors en fait, pour nous, les premières personnes qui ont été impliquées sur le développement des sujets d'IA générative sont nos data scientists, bien sûr. On a 30 data scientists, donc c'est une très grosse équipe en interne, sans doute la plus grosse équipe de data science en retail en France. Et la clé, ça a vraiment été la collaboration avec les différents métiers. On n'a pas fait l'erreur de laisser les data scientists dans leur coin. Ils travaillent vraiment en tandem, en binôme, avec l'ensemble des métiers qui interviennent sur le parcours client. Et c'est cette synergie-là qui permet d'identifier les bons cas d'usage et ensuite, quand on les a identifiés, d'en accélérer le développement. Et puis, je pense qu'il y a eu aussi un deuxième point très important, c'est que depuis un an, c'est vraiment la folie sur l'IA générative. Il y a énormément de sujets qui sont identifiés, beaucoup d'engouement, beaucoup d'enthousiasme. Et le défi qu'on a eu, c'est un défi de priorisation. Parce que ça n'a jamais été aussi facile de tester une IA générative. Et donc, en fait, on voit bien qu'il y a plein d'idées qui émergent. Et cet enjeu de priorisation, on l'a traité avec un leadership fort au niveau du comité exécutif de Cdiscount. Et pour arriver, cas d'usage par cas d'usage, à capitaliser sur la connaissance qu'on développait,
un autre élément très important, c'est la consolidation d'une expertise. On a créé une practice d'IA générative, bien sûr, au sein de nos équipes de data science, mais aussi au sein de l'IT, avec l'idée, l'obsession même, d'arriver à raccourcir les délais entre le moment où on a validé une idée et le moment où elle part en production. Le dernier cas d'usage qu'on a traité, on a mis 4 semaines. C'est très court. Entre le moment où on valide l'idée et où on a pu faire les premiers tests, on a vraiment cet ADN, cette culture très forte du test chez Cdiscount, avec donc encore une fois cette obsession, on teste, on apprend, on va vite en production. On réalise 150 tests AB par an sur le site de Cdiscount, donc on propose 2 versions du site de Cdiscount et on voit celle qui performe le mieux. Et l'IA générative a complètement intégré cette roadmap de test. Et donc c'est ça qui, je pense, est vraiment un facteur important, cette obsession d'aller vite en production pour tester et apprendre. Et juste en quelques chiffres sur le nombre de fiches produits dont tu me parlais, c'est quoi les chiffres? Donc on a 80 millions de fiches produits avec 15 000, grâce à 15 000 vendeurs marketplace. Donc c'est vraiment en fait le fait d'être devenu une plateforme marketplace qui nous a fait changer d'échelle à la fois sur les volumes de données et du coup sur la tech sous-jacente. Et c'est ça qui très tôt, parce qu'on a créé notre marketplace dès 2011, qui très tôt a rendu indispensable, et du coup maintenant on en a fait une force, d'avoir autant de tech et de data science. Donc, je te pose peut-être une autre question. Tu peux rebondir aussi sur la partie organisationnelle. C'est ce que j'allais faire. Histoire de casser un peu ce cercle un peu... Simplement, je voulais revenir sur des entreprises moins avancées, des industries sur lesquelles le digital est peut-être moins au cœur de nos métiers et partager quelques tips pour des industries. Sur les challenges organisationnels notamment, nous, on a quelques croyances, notamment les approches en duo permanent que l'on a entre l'IT et le business, travaillant toujours de pair sur les cas d'usage. C'est super important parce qu'on ne peut pas laisser des initiatives partir sans avoir cette approche duale du projet. Donc ça, c'est notre première croyance. On le met en place, ça marche vraiment bien. Et du coup, on travaille avec des core teams sur des méthodologies agiles. Et c'est plutôt quelque chose qui fonctionne bien. Le deuxième point que je trouve critique, c'est, et une fois qu'on a lancé le projet, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on a des croyances autour des centres d'expertise qui viennent travailler en système permanent d'évolution et de développement de nos cas d'usage et qui permettent d'être sur des runs rapides et efficaces de création sur le projet qu'on peut avoir, à commencer par la GenAI. C'est ce que je voulais rajouter sur une partie un peu plus industrielle de ton point, Antoine. Et peut-être pour que tu gardes la main, mais la troisième thématique ou les questions qu'on voit souvent, et pour le coup, c'est les nombreux rendez-vous qu'on peut faire avec nos clients CXO, on se rend compte qu'il y a une volonté dans un temps plus ou moins proche, en fonction de la maturité des entreprises, d'aller utiliser cette IA générative pour créer un différenciateur business. C'est-à-dire au-delà d'une standardisation d'une donnée publique, comment ma donnée client, ma vision 360 de mon client peut m'aider demain à être un accélérateur business. Quel est ton point de vue et quelle est ta trajectoire autour de cette thématique? Je pense que c'est d'abord la question clé autour de tous nos business parce qu'on va adresser, là on va tous réatterrir et toucher la réalité, c'est comment cette innovation, l'IA, adresse aujourd'hui notre PNL. Est-ce que l'on crée de la valeur quand on met en place cette innovation? Quelle est sa valeur? Quels sont les business cases qui en sont associés? Comment vous projetez sur un temps un investissement, une création de valeur? Chaque initiative dans une entreprise, que ce soit Danone ou une autre, doit être supportée par un business case, un investissement et un retour sur un investissement qui est prévu. Comment on calcule précisément cet impact-là pour qu'il génère de la valeur sur le PNL? Et aujourd'hui, vous le savez tous, les PNL ils sont extrêmement tendus dans nos industries. Donc, on ne peut pas ouvrir des chantiers massifs de transformation sans être certain qu'il y ait un impact direct sur le PNL. Donc, oui, les visions à plus de 2% de marge nette existent et je suis sûr que la trajectoire est la bonne. Mais aujourd'hui, c'est un reality check de PNL et qui est vraiment important. Moi, j'ai quelques points sur lesquels on travaille pour être certain d'impacter le PNL. Et je vous les partage volontiers. Il y a celui que je vous ai partagé sur l'excellence d'exécution des forces de vente. C'est une partie importante d'un PNL, au moins sur l'Europe, des masses de personnes importantes. L'optimisation est un vrai levier de PNL.
Il y a ensuite tout le contenu que vous générez autour du marketing. Alors, je ne vais pas parler de marketing, ce n'est pas mon domaine, mais en tout cas, le contenu que je mets à disposition des équipes commerciales quand elles sont en magasin pour parler à un client, pour parler à un shopper, et bien là, le contenu qui est généré de manière automatique par une IA, ça m'importe. Et ça, il y a une efficacité qui est créée, qui est tangible et quantifiable. L'autre point sur lequel on ouvre des réflexions et même des projets plutôt avancés, c'est comment dans une relation supply chain, D2D, on va être capable d'influencer et d'optimiser, de lier avec le commercial, de lier avec les relevés que vous avez en magasin notamment ou chez nos clients, impacter directement sur les cycles GPS de nos entreprises. Et là, c'est clé, c'est vraiment clé. Je vous parlerai bien également de la création de contenu sur la RSE. Vous savez comment Danone est investi autour de la sustainability et de la RSE. Évidemment que la création de contenu autour de thèmes est absolument clé. Voilà. Et derrière ce point, je me permets juste de conclure sur un axe qui est absolument prioritaire dans la manière dont on aborde cette transformation. C'est sur le sourcing de la data. Pour nous, la data, elle doit être issue d'une data qui est interne, celle qu'on a chez nous, issue de nos systèmes. Elle doit venir des third parties. Je ne vais pas les citer, il y en a plein sur lesquels on achète de la data qui vient nourrir nos insights. Et puis toute la data qui vient des customers, nos clients, sur lesquels on a des partenariats en termes d'échange de data ou d'achat de data. Comment ces trois data viennent nourrir un coffre-fort. Et j'assume le terme parce que pour nous, il est absolument clé que cette data elle soit, 1, sécurisée, 2, organisée. Et une fois qu'on a ça, alors on ouvre les projets de transformation et là, on est capable d'accélérer pour créer de la valeur. Encore une fois, et désolé d'être rabat-joie, mais qui viendront directement impacter le PNL des différents pays qui vont mettre des millions d'euros sur la table pour se transformer. Et Antoine, pour toi, comment tu perçois cette valeur, cette création de valeur différente? Je pense qu'effectivement, c'est très important, comme tu le disais, qu'on arrive à identifier les cas d'usage d'IA générative qui permettent effectivement de créer de la valeur, d'impacter le PNL. Et chez nous, chez Cdiscount, ce qui se fait, c'est que c'est assez naturel dans la mesure où on arrive à trouver des cas d'usage qui permettent de mieux servir le client, de directement mieux faciliter le parcours d'achat. Et donc, en fait, on le mesure ensuite par des choses aussi simples que le taux de transformation. Je vais prendre peut-être 3 exemples un peu concrets pour illustrer le propos. Quand on est un retailer, le premier sujet, c'est d'arriver, on en parlait, tu me posais la question du nombre de produits, c'est d'arriver à créer des produits et surtout de bien les ranger. Et donc, ça veut dire catégoriser 80 millions d'offres dans la navigation. Et une particularité chez Cdiscount, et c'est ça qui fait que pour nous, ce n'est pas un sujet anodin, c'est qu'en fait, avec notre marketplace, on crée 1 million de nouveaux produits par semaine. Et désormais, l'IA générative nous aide à passer au crible des millions de fiches produits et nous aide à identifier, à repérer les produits pour les recatégoriser, les mettre dans la bonne catégorie pour qu'ensuite, à la fois les clients et les moteurs de recherche les trouvent bien. Et en fait, ça, c'est très important parce qu'un produit recatégorisé, il voit son taux de transformation augmenter de 30%. Et une fois qu'on a recatégorisé le produit, le deuxième sujet important, c'est la qualité des fiches produits. On est tous confrontés à cette problématique et on sait tous très bien qu'une fiche produit bien agencée, bien optimisée, remplie au mieux, transforme mieux. Et l'IA générative nous aide déjà à optimiser 500 000 fiches produits. On a déjà optimisé 500 000 fiches produits avec de l'IA et notre objectif, c'est d'ici la fin de l'année de passer à 1,5 million. Donc vous voyez, on est vraiment en train d'accélérer sur cette dimension. Et peut-être un dernier point, c'est dans notre moteur de recherche. Le moteur de recherche, c'est vraiment le cœur de l'expérience client. Je pense qu'on en fait tous, même l'expérience comme consommateur. Et ce qu'on voit, c'est que l'IA générative nous aide à mieux capter l'intention du client parce qu'un des enjeux pour nous, c'est d'arriver à établir des liens entre des recherches qui sont distinctes, mais qui en réalité recouvrent le même besoin client et pour ensuite proposer la meilleure page, la page la plus pertinente au client. On avait déjà des traitements de ce type qu'on opérait avec de l'IA classique. Et en enrichissant ces traitements, donc ces 25% de pages de requêtes clients qui sont redirigées, en l'enrichissant avec de l'IA générative, on a réussi à augmenter notre taux de conversion de 1%.
Alors 1%, ça peut paraître faible, mais l'an dernier, Cdiscount a réalisé 3,5 milliards de volume d'affaires. Donc je vous laisse faire le calcul. Mais donc c'est une première étape qui est très très prometteuse. Et donc on veut aller au-delà, bien sûr. Et quand je prends ces 3 exemples, je pense qu'un des enjeux, c'est d'arriver à vous faire toucher du doigt, avec des exemples très concrets, qu'en fait on est vraiment en train de transformer nos modes de fonctionnement grâce à l'IA générative. Et on voit quand même sur le marché apparaître des acteurs qui n'ont pas encore fait le pari de l'IA et ceux qui en ont pris le virage, qui sont en train de transformer leur manière de faire et d'en faire des priorités stratégiques. Et c'est vraiment le choix qu'on a fait depuis 1 an chez Cdiscount. Merci Antoine. Et peut-être pour conclure, Elodie, quel est ton point de vue par rapport à ça? Alors je rejoins ce qui a été dit évidemment sur la partie maîtrise du PNL, 2% de marge nette. Aujourd'hui, nous, on n'est pas capable d'évaluer en tout cas 2% de marge nette sur l'intégration de l'IA dans nos différents outils. Une chose est sûre, alors moi je vais un peu casser l'ambiance, que nous, dans l'activité, en tout cas régie publicitaire, nous on drive, en tout cas on collecte un maximum de données. Alors en plus on a la chance d'être sur un site pure player avec une base membre fermée, avec de la first party propriétaire, donc on a beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, on est capable de diffuser de la publicité ultra ciblée sur nos membres, sur notre plateforme, à l'extérieur de notre plateforme. On peut faire énormément de choses. Mais moi, je vais plutôt parler de machine learning ou d'IA prédictive. Mais aujourd'hui, je n'ai pas encore de l'IA générative dans mon business. Je pense qu'il manque encore un stack data d'enrichissement justement de données personnelles qui sont les données membres, les données d'achat, les données de navigation, les données business, qui font qu'aujourd'hui, cette partie de l'IA, en tout cas, me permettrait, moi, d'avoir une vraie accélération peut-être dans la stratégie, en tout cas commerciale de la régie. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai encore à disposition. J'espère que ça viendra. Alors on voit les lignes bouger. Hein. L'avantage, c'est que sur des terrains comme l'IA Gen, ça va extrêmement vite. Donc on voit bien que c'est déjà des réflexions qui sont en cours, voire qui sont déjà en train d'être testées. Donc on peut imaginer que assez rapidement, on aura des discussions un peu différentes que celle-là et qu'on aura de l'IA qui sera intégrée directement sur nos données à la fois de société et nos données membres. Ce n'est pas le cas pour aujourd'hui, mais peut-être l'année prochaine, on en reparlera, Florent. Merci à vous 3. Peut-être le mot de la fin, on voit cette question rêve ou réalité. Ce qu'on voit, c'est que ce rêve est une réalité dans l'ambition que vous en avez, plus ou moins mature. Je vous remercie. Peut-être un applaudissement pour ces participants. Merci à tous. Merci à vous. Merci. Merci.